Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour notre première réunion mensuelle de l'année 2021. Et comme il est de coutume, au nom de toute l'équipe Finatis, Bruno et moi vous souhaitons une excellente année 2021, placée sous le signe de la santé, de la prospérité et une particularité peut-être aussi de la liberté, si c'était possible cette année, ça serait pas mal. Avançons tout de suite, voilà, après l'avertissement qu'on connaît évidemment tous par cœur, mais on cafouille un peu avec notre télécommande, il faut que Bruno arrête de jouer. Voilà. Si on pouvait revenir. Voilà. Passons tout de suite aux performances. Donc, à la fin d'année de nos deux gestions, des deux fonds dont nous souhaitons parler ensemble aujourd'hui. Les modalités de cette réunion sont inchangées par rapport au mois dernier. On est dans une optique de webinaire, donc les micros sont coupés. En revanche, bien entendu, vous êtes plus que bienvenus à poser des questions ou à avoir des interventions via le chat. Et Bruno ou moi-même répondront ou commenteront en cours de présentation ou à la fin de celle-ci. Ce que nous avons prévu ensemble, c'est 45 minutes de webinaire pour en parler et ensuite d'interaction à travers le chat. Voilà, donc les performances au 31 décembre, performances qui marquent donc la fin de l'année 2020. Les performances sont bonnes, nous disent les investisseurs. C'est même ce que Cantalis a déclaré sur BFM TV hier à propos de Finatis Titan, puisque entre Morgan Stanley et, en l'occurrence, Amundi, nous avons eu l'honneur de BFM TV hier avec le fonds Finatis Titan présenté comme une bonne structure d'investissement pour l'année 2021 pour les investisseurs patrimoniaux et professionnels de l'investissement ayant des clients privés qui souhaiteraient avoir un véhicule investissant sur les actions, mais pas trop risqué. Car c'est exactement ce qu'on souhaite faire, saisir les opportunités en 2021, mais sans prendre des risques inacceptables, on y reviendra. Donc, une année 2020 qui se termine avec un 2,70 de performance positive, pratiquement 3% sur Finatis Titan, et sur Finatis Digital Leader, fonds pleinement investis sur les actions mondiales exploitant la surcroissance de la digitalisation de l'économie, presque 20% après une année 2019 à 37%. Voilà. Et un rebond qui caractérise les marchés d'actions et qu'on a amplifié sur nos gestions avec des rebonds respectivement de 44 et 48% depuis les points bas de marché de mi-mars. Depuis le début de l'année, les marchés sont cherchent leur orientation. On est positif ou pas très loin sur nos gestions en intégrant la journée d'hier qui était assez nettement négative sur les marchés. Finatis Titan est légèrement positif à 12 points de base depuis le début de l'année, donc début du mois. Et Finatis Digital Leader est en léger recul de moins 0,5%. Les deux fonds continuent à être nettement et positivement marqués par les critères ESG, puisque Morningstar et Sustainalytics, la filiale, nous attribuent 4 globes de durabilité à chacun des deux fonds. Si on compare dans un univers large, puisqu'il y a 1143 fonds exactement qui existent depuis au moins 5 ans dans l'univers des allocations flexibles au monde selon Cantalis, et bien que ce soit sur 3 ans, sur 5 ans, Finatis Titan est en premier quartile et réalise une performance significativement supérieure à celle de sa catégorie. Que ce soit sur 3 ans, sur 5 ans. Sur 5 ans, on fait 2 fois la performance de la catégorie. Alors, comme d'habitude, chaque mois, on a coutume de commencer par des points géopolitiques d'attention. On ne va pas déroger cette fois-ci en ce début d'année. La fin de l'année 2020 a été marquée par la signature de 2 accords très importants au niveau mondial et particulièrement importants pour nous, Européens. En l'occurrence, un accord, je le mets presque, j'essaye de le mettre entre guillemets, puisqu'en fait, on va le voir, c'est plus un coup d'envoi en réalité à des véritables négociations sur les modalités pratiques et concrètes au quotidien de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc l'accord annoncé en fin d'année sur le Brexit, ça n'est qu'un prélude à ce qui va se passer, on y reviendra. Et puis un accord dont on a beaucoup moins parlé, et certainement pas beaucoup parlé en France, parce qu'on n'a franchement pas de quoi se réjouir particulièrement de cet accord,
est un accord Sino-Union européenne, Chine-Union européenne, qui également marquait la fin de la présidence allemande de la Commission européenne. On a bien sûr tous en tête l'inauguration, comme on dit aux États-Unis, donc le 20 janvier prochain, l'équipe Biden prendra tout à fait officiellement ce qu'elle est en train de préparer très activement, c'est-à-dire la prise de pouvoir et l'installation à la Maison-Blanche de Joe Robinette Biden, sachant que chaque jour qui passe est un peu à l'image de tout le mandat de Trump, très légèrement, voire très excessivement chaotique. On a peut-être un peu moins en tête quelque chose qui a une très grande importance pour nous, Français, et pour nous, Européens, qui est que samedi prochain, le 33e congrès de la CDU en Allemagne va désigner le successeur, ce sera un homme, il aura entre 55 ans et 65 ans, donc le successeur de Angela Merkel, qui est là depuis tellement longtemps qu'on ne se rend pas bien compte qu'elle a vocation à partir, et au plus tard, en septembre prochain, lors des élections allemandes. Et vraisemblablement, donc l'homme qui sera désigné par le CDU a de très bonnes chances d'être le prochain chancelier de la République fédérale d'Allemagne, et qui de Friedrich donc Merz, ou de Armin Laschet ou de Norbert Röttgen sera le prochain président de la CDU, sera vraisemblablement chancelier. Ce dont on est sûr, c'est que ce sera un homme et qu'il sera catholique et viendra de la Rhénanie du Nord, puisque les trois viennent, les trois sont catholiques et viennent de ce land qui est le plus peuplé d'Allemagne. Donc le Brexit, ce qu'on sait, c'est qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas de droits de douane sur les biens, pas de quotas, et pour la pêche, dont on a tellement parlé, alors que ça représente à peu près 0,1% du PIB de l'Union européenne et 0,3% de celle du Royaume-Uni, on s'est mis d'accord jusqu'en juin 2026, date à laquelle il faudra redéfinir ce qui a été convenu dans cet accord. Sur les services, il n'y a pas véritablement d'accord, donc on sait qu'on va devoir négocier, parce que l'essentiel du sujet dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe, ce sont les services. C'est 80% de l'économie du Royaume-Uni, c'est 50% de ses exportations. C'est absolument là qu'est le sujet. À ce jour, il n'y a pas d'accord de libre circulation, pas d'équivalence sur les diplômes, sur les compétences, en tout cas il n'y en a plus, et il faut en théorie un permis de travail dès qu'on veut délivrer une prestation entre les deux zones au-delà de 90 jours. Donc il était tout à fait évident qu'on entre plutôt dans une période de tractation intense, un peu comme ce qui se vit d'ores et déjà entre la Suisse et l'Union européenne, car il est bien évident que les flux d'affaires ne peuvent pas et ne vont pas, et personne n'y a intérêt à arrêter ces flux d'affaires dans un avenir proche. Bon. Donc le Brexit, c'est une affaire qui n'est absolument pas terminée, c'est une affaire qu'il va falloir régler. J'attire quand même votre attention sur quelque chose qui personnellement m'a beaucoup frappé, c'est qu'en réalité le Royaume-Uni, d'un strict point de vue juridique et commercial, n'a pas quitté l'Union européenne, ne serait-ce que ce que les Irlandais appellent l'Ulster, ce que le Royaume-Uni appelle l'Irlande du Nord, eh bien, reste en réalité, tout à fait matériellement et juridiquement, dans l'Union européenne. Tout le monde y a intérêt, et le Royaume-Uni dit que la frontière est en mer d'Irlande, ce qui veut dire qu'en fait, on a libre circulation des personnes et libre circulation des biens en Ulster. Ce qu'il adviendra de la situation de l'Écosse, notre avis est que ce sera vraisemblablement assez similaire à ce qui a été défini pour l'Irlande, car tout le monde y a intérêt, et l'Europe n'a certainement pas intérêt à voir arriver un nouveau membre aussi petit. On en a déjà quelques-uns qui sont petits, et on sait tous qu'on a des problèmes de gouvernance entre les différents États. L'accord sino-européen, qui a été également signé sur la période de Noël, marque la fin, en tout cas une première étape claire de négociations qui durent depuis 2014. Hein, donc on parle de quelque chose de longue haleine. Cet accord, disons-le directement, est très très bon pour l'industrie allemande, puisque tous les secteurs qui bénéficient d'un degré supérieur d'ouverture, on ne peut pas parler d'une grande liberté, même si l'objectif affiché, c'est un same level playing field, le fameux same level playing field sur ces secteurs-là, entre les entités chinoises et les entités européennes. On verra dans le temps ce qu'il en est. Il est assez vraisemblable que, vu le type d'engagement pris par les Chinois dans le cadre de cet accord, on en soit assez loin et qu'il y aura de nombreux différends à régler.
signale d'ailleurs que sur la façon dont on doit régler les différends dans le cadre de cet accord sino-européen a été remis à plus tard et qu'on s'est donné 2 ans pour savoir comment on allait faire pour traiter des différends dont on le sait d'ores et déjà qu'ils seront nombreux, eu égard à la nature du partenaire chinois et plus particulièrement à la nature du Parti communiste chinois qui, de connaissance de diplomates, ne respecte en principe jamais les accords qu'il signe, au moins sur le fond, en essayant de respecter la lettre. Donc, l'accord en question porte sur quelques secteurs industriels importants, particulièrement importants pour l'Allemagne, et assez moins vaste sur les services. Les engagements chinois en face sont des engagements de mettre en œuvre efficacement, ce qui en termes diplomatiques ne veut absolument rien dire, la convention de l'OIT, sachant que les Chinois sont accusés de faire du dumping social, comme on dit aujourd'hui. Ils n'ont absolument pas pris l'engagement qu'ils se conformeraient au droit international en la matière. Ils ont dit qu'ils feraient leurs meilleurs efforts, en mauvais français, mais pas plus. Et ils allaient mettre en place un groupe de travail, ce qui veut bien dire qu'on n'est pas encore d'accord sur le développement durable, le travail et le climat. Et puis enfin, ils allaient, en revanche, ça c'est un engagement, en principe, mettre fin au transfert forcé de technologie qu'ils imposaient aux entreprises étrangères s'implantant sur le sol chinois. Et ils se sont engagés à mettre fin aux pratiques discriminatoires seulement dans les secteurs sur lesquels il y a une forme d'ouverture, ce qui veut bien dire que d'une part, ils reconnaissent qu'ils ont des pratiques discriminatoires, ce que tout le monde sait, mais que de toute façon, ils continueront à en avoir dans les autres secteurs. Ils écrivent très explicitement dans l'accord qu'ils continueront à subventionner leurs entreprises et que de toute façon, encore une fois, si on n'est pas d'accord entre nous, on ne sait toujours pas comment on va faire. Donc on a un accord qui est objectivement une très belle réussite des autorités chinoises qui, ce faisant, font la nique alors qu'elle n'est même pas encore entrée en fonction à la future administration Biden. Donc c'est une très belle réussite géopolitique. Est-ce que ce sera une réussite d'un point de vue commercial? Est-ce que ce sera bénéfique pour l'Europe? Ça reste à débattre. Donc, après ces points géopolitiques, comme d'habitude, passons au résumé des épisodes précédents. C'est Bruno qui nous le donne. Merci, Denis. Alors, effectivement, comme sur Netflix, pour ceux qui n'ont pas suivi toute la série, on fait un petit résumé. Donc, malheureusement, on n'arrive toujours pas à se débarrasser de notre Joconde avec un masque, puisque le Covid reste au cœur du jeu. On va parler à nouveau des banques centrales. Il faut tout de même avoir en tête que cette crise, en fait, intervient à un moment où les banques centrales ont réagi très vite. Je vous rappelle que lors de la dernière grande crise financière en 2008, il avait fallu 1 an, même près d'1 an et demi pour que les banques centrales se mettent à la manœuvre. Vous imaginez l'état de l'économie mondiale si on n'avait pas eu cette réaction absolument spectaculaire des banques centrales. Tout ça se fait au prix d'une manipulation considérable sur les marchés. On a coutume de citer la Grèce, dont les finances publiques se sont largement dégradées ces dernières années et qui a le plaisir d'emprunter à 0,5 aujourd'hui sur une durée de 10 ans, alors qu'il y a 10 ans, elle empruntait à 37%. Donc, 2 secteurs, vous êtes tous des professionnels de l'investissement, donc vous avez vu apparaître en 2020 2 nouveaux secteurs de la cote, un qui s'appelle le Reopen, l'autre qui s'appelle le Stay at Home, et on a tous un travail très très délicat pour arriver à s'équilibrer entre ces 2 composantes du marché, et puis bien sûr les grands risques qui sont toujours là, l'affrontement de superpuissances, Denis en parlait, la dette corporate, etc., etc. Donc, ce qui nous paraissait important pour cette première réunion de l'année, c'est de rappeler que la crise qu'on vit est d'un type très particulier et que les réponses qu'il faut lui apporter du point de vue de la gestion sont également particuliers. Une crise économique classique, en fait, elle s'inscrit en cycle, et c'est essentiellement le cycle de crédit qui aujourd'hui, je dirais, fait la conjoncture sur les marchés. Et en l'occurrence, on était dans un cycle de croissance small, soit, mais qui était plutôt un cycle vertueux, puisqu'il n'y avait pas trop d'excès
et en tout cas des bilans de banques plutôt déleveragés. Et en fait, ce n'est pas bien sûr un excès de crédit comme on a eu dans l'immobilier en 2008, mais une sorte de météorite qui a la forme d'un virus qui nous est arrivé sur la tête et qui explique notamment cette chute absolument spectaculaire, jamais vue dans l'histoire de l'économie américaine, avec un PIB qui a baissé au T2 de 32, presque 33% en rythme annualisé. Voilà, donc nous, on pense que sur cette typologie de crise tout à fait nouvelle, les réponses à apporter en termes de gestion sont un peu différentes que la manière dont on s'investit après une crise cyclique classique. L'autre aspect qui nous paraissait important, c'est qu'on parle beaucoup des banques centrales, mais l'action des banques centrales a beaucoup changé, en fait, entre ce qui était le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif qui consistait, donc qui a démarré après la grande crise financière, qui consistait pour l'essentiel pour la Banque centrale à acheter des titres de dette d'État aux institutions financières, banques et assurances, qui permettaient bien sûr de soutenir le marché. On est passé avec cette crise du Covid dans une séquence complètement différente. On est toujours dans des transferts de richesse monétaire, mais là, par l'entremise des États, on va mettre l'argent directement dans la poche des consommateurs. Donc là, on parle de la séquence entre Lagarde et l'État français. C'est encore beaucoup plus spectaculaire aux États-Unis. Vous savez que les Américains reçoivent des chèques d'un montant significatif par la poste aujourd'hui. Et pour nous, chez Finaltis, on considère que ça porte un risque tout à fait différent. Pourquoi ? Parce que cet argent, il circule, contrairement à l'argent qui était donné aux assureurs et aux banques. Il circule tout simplement parce que l'Américain moyen, sans que ça ait rien de péjoratif, prend le chèque qui lui est envoyé par l'État fédéral et va le dépenser immédiatement chez Walmart. Donc en termes de vélocité de la monnaie, qui paraît-il, bon, personne ne comprend rien à l'inflation, mais paraît-il que la vélocité de la monnaie, c'est un concept très important pour que l'inflation se matérialise. Bien sûr, on est dans une monnaie qui circule cette fois beaucoup plus dans le système. Alors, l'autre point qui nous paraissait également important à noter, c'est que la fin de l'administration. Voilà, c'est les tensions sociales accrues. Alors, on va prendre des termes marxistes, vous nous en excuserez. Donc, on est clairement dans un monde où on a une concentration accrue de la propriété des moyens de production. C'est noté en tout petit sur la slide, vous voyez, c'est le GAFA. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment les usines de demain, en tout cas celles qui créent beaucoup de valeur, c'est plutôt des entrepôts de données. Et bien sûr, il y a une hyper concentration de ces sociétés aux États-Unis, et ça crée, entre autres choses, des tensions dans le système. Bon, vous savez tous que dans cette crise terrible, les classes moyennes deviennent pauvres, les pauvres sautent un repas, et ça crée des tensions sociales qui sont péniblement calmées donc, dans le cadre des plans de soutien. Voilà, on voit ces trois pauvres pompiers qui essayent d'arroser ces tensions sociales qui ne font qu'empirer. Alors, effectivement, donc, la fin de l'administration Trump, on a tous conscience qu'elle est en cours, mais ce n'est pas pour autant qu'on aura la fin des tensions politiques. En l'occurrence, on a beaucoup reproché à Trump, et à raison, d'utiliser les fake news et de manipuler l'opinion. Ça va continuer parce que là, on a mis, de façon semi-provocante, Patrice, une intervention du président élu des États-Unis, Joe Biden, qui déclare que lui aurait été président, il n'y aurait pas eu de mort du Covid. Bon, c'est évidemment une absurdité. Donc, il n'y a pas que Trump qui raconte n'importe quoi, et ça va continuer. La Chine va rester une dictature, et la question actuelle, qui a un impact économique très très fort et une possibilité très très claire, enfin un rappel très important pour nous qui sommes des investisseurs, qui est que la propriété aux États-Unis, en Chine, les seuls qui la détiennent, c'est le Parti communiste. Donc où est Jack Ma, oncle Xi? Et en l'occurrence, on se doute bien que Jack Ma n'est pas dans une situation extrêmement enviable, ni financière, ni personnelle, et que sa sécurité est probablement même atteinte. En l'occurrence, on peut faire confiance
à nos agitateurs géopolitiques habituels. Alors, je n'ai même pas mentionné Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui est probablement à Sochi, car paraît-il, il a extrêmement peur du Covid, donc il est caché. Mais les Iraniens ont fait des déclarations extrêmement claires et les nouveaux responsables de la politique étrangère des États-Unis qui ont été nommés et qui sont tous des gens extrêmement compétents, qui ont des CV absolument remarquables, ils ont parfaitement conscience du fait que revenir dans le cadre des accords de Vienne ne se fera pas simplement et est tout simplement impossible puisque le monde a changé. Mais en attendant, l'Iran met la pression et a annoncé qu'il violait ouvertement de toute façon les accords en enrichissant l'uranium à plus de 20%. Donc déjà là, on est sur quelque chose d'extrêmement intéressant, une pression supplémentaire. Et puis on a notre trublion préféré dans l'orbite chinoise, qui est Kim, qui a annoncé qu'il avait un nouveau jouet, un jouet particulièrement dangereux, puisqu'il annonce un sous-marin nucléaire. Et ça, en matière géopolitique, c'est la force de projection ultime, puisque vous pouvez vous cacher et sortir un missile, de préférence nucléaire, à proximité immédiate de celui que vous considérez comme votre ennemi. Donc c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est facteur de déstabilisation majeure. Et ça ne changera pas. Alors, généralement, on est dans un contexte aussi difficile d'un point de vue géopolitique, économique, aussi incertain. On a généralement des belles primes de risque qui permettent au moins de rémunérer son capital de manière assez confortable. Vous l'avez compris, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, à tout seigneur, tout honneur, commençons par le 10 ans français qui est négatif. Donc, finalement, tout le monde accepte bien en France cet impôt qu'on a imposé aux retraités, un impôt de 100%, qui les empêche, on va dire, de tirer quelques rémunérations que ce soit de déplacements totalement sûrs. Alors, on peut ensuite aller chercher en Europe des pays un peu plus risqués, comme la Grèce, on en parlait, donc ce n'est pas beaucoup mieux. On a 50 BP de rendement si on va dans un pays qui a 220% de dette sur PIB. On peut aller prendre des risques énormes et des risques de volatilité, puisque quand on va sur du 30 ans, même sur la dette soi-disant la plus solide du monde aux États-Unis, on ne sort que 1,8%. Donc, si vous enlevez l'inflation, si vous enlevez la fiscalité, il ne vous reste rien non plus. Donc, la solution paraîtrait être le corporate. Donc, pourquoi ne pas aller chercher des belles entreprises dans ce contexte difficile et devenir créancier de ces belles entreprises? Et bien là, ça ne marche pas non plus, puisque si on va voir des émissions obligataires comme celle qu'a fait LVMH à la fin de l'année dernière, qui était là pour financer bien sûr le deal sur Tiffany. Ça a été émis, cette tranche de 1,5 milliard a été émise avec un rendement déjà anémique de 0,37. Et comme tous les investisseurs, et en particulier la BCE, qui a absolument besoin de trouver du papier à acheter ce bond, aujourd'hui, il vous reste sur une échéance 2031 plus que 9 centimes annuels de rendement sur du papier LVMH. Donc, la solution pourrait être, pourquoi pas, d'aller sur des bilans plus dégradés. Renault, c'est du high yield. Mais là, on n'a toujours pas notre solution, puisque du Renault 2026, ça yield que 1,8%. Donc, on se retrouve avec une problématique très, très complexe. Soit on fait comme avant, donc 70% de bond, 30% d'equity, et ce petit bonhomme rouge qu'il s'agit, c'est nos clients, vos clients, qui seront probablement pas contents. Compte tenu des incertitudes qu'on vous a décrites avec Denis, on pourrait avoir la tentation d'aller complètement vers le cash, d'être très prudent. Mais alors là, le petit bonhomme rouge, le problème, c'est qu'il sera sans doute encore plus agacé, parce que mettre aujourd'hui un client sur du cash, c'est lui garantir que quasiment vous allez détruire du capital. Et si les marchés montent, probablement, ce client n'en sera plus un dans 2 ans. La solution pour aller chercher du rendement, ça pourrait être d'aller sur des actifs très risqués, dit junk, du single C. Alors pourquoi pas, on peut acheter des bonds d'agences de voyage, on peut acheter des croisiéristes, mais c'est clairement pas ce qu'on va vous conseiller chez Finatis. Et puis, il y a une solution qui s'appelle le levier, qui consiste à, quand vous avez décidé d'investir, on va dire 500 000 euros, vous investissez plutôt 1,5 million en levier, l'argent est pas cher. Et là aussi, on ne vous le conseillera pas. Le levier n'a
jamais transformer un mauvais investissement en un bon investissement. Et nous, on est des chercheurs d'asymétrie et le levier ne crée que de la symétrie à la hausse ou à la baisse et empêche surtout de passer et de survivre à des chocs de marché comme celui qu'on a eu l'année dernière. Donc, au final, ce qu'on considère être notre mandat chez Finaltis, c'est de rechercher un rendement acceptable sans prendre de risques inacceptables. Alors, des rendements acceptables sans prendre de risques inacceptables. Et les risques inacceptables sont des risques, par exemple, extrêmes. Et il y a un des premiers risques qu'on n'aime pas prendre chez Finaltis, c'est le risque de liquidité. Donc, les propositions qu'on va vous faire, ce sont des propositions qui sont tous sur des actifs liquides. On ne voit pas bien, en tout cas dans notre domaine d'intervention, l'intérêt qu'il y a à se priver de cette liquidité qui nous est offerte. Et il est possible, dans un cadre tout à fait liquide, de détenir des titres de propriété, donc de devenir propriétaire, ça s'appelle détenir des actions, d'entreprises qui sont elles-mêmes très solides. Et on aime investir chez Finaltis, particulièrement dans Finaltis Titan, sur des entreprises dont les bilans sont extrêmement solides. Alors, ce n'est pas tout à fait à la mode de parler de la solidité des bilans et de faire de l'analyse bilancielle, mais on est absolument convaincu qu'en plus d'avoir un compte de résultats de qualité et une certaine croissance même en cas de crise et résiliente, eh bien, s'intéresser au bilan, ça a de la valeur. Et dans ce qu'on vous propose, vous allez le voir, il y a des entreprises qui sont extrêmement bien notées. Si on... Alors, juste un mot, bien sûr, si on construisait un portefeuille avec ces actions-là, un portefeuille obligataire, j'entends, le rendement serait anémique, voire négatif. Pour la petite histoire, des notations A- et plus, il n'y en a que 60 dans le monde. Voilà, donc, et bien sûr, la plupart de ces valeurs sont dans notre univers de prédilection. Alors, ce qui est intéressant dans ces entreprises, c'est que non seulement elles sont solides, mais elles sont également au cœur de la transformation qu'on est en train de faire. Alors, chacun a ses clés de lecture. On vous en propose une ici qui s'appuie et qui repose sur 6 plateformes technologiques qui sont en train de changer le monde. Et ces entreprises, même quand elles ne sont pas aussi évidemment digitales que Alphabet ou même Intuitive Surgical, on y reviendra, ont parfaitement conscience de ces 6 grands enjeux. Chacun a sa grille de lecture, chacun a sa définition, et encore une fois, on ne prétend pas avoir la seule, la vraie. Celle qu'on utilise, nous, c'est celle-ci. On est convaincu que si on a conscience de ces 6, de là où on est, de là où on veut aller sur chacune de ces 6 plateformes, eh bien, on a de bonnes chances d'avoir une surcroissance et d'offrir de la résilience pour demain dans le cadre de cette surcroissance. Alors, la première, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on passe le petit fil, une petite vidéo, 40 secondes. Donc, on vous propose, voilà, on mettra en ligne cette présentation de toute façon et vous pourrez voir sur chacune d'entre elles des vidéos. On va faire la première, celle de Givaudan, qui est très courte et Givaudan, c'est un parfumeur, hein, donc qui a travaillé sur l'intelligence artificielle et on va le voir, qui a créé, grâce à l'intelligence artificielle, un nez artificiel. Donc, le nez artificiel, donc le logiciel Carto, dont Givaudan est l'auteur, Givaudan est très belle entreprise suisse sur laquelle on reviendra un peu plus loin dans la présentation. Deuxième plateforme, le séquençage d'ADN. On a tous en tête ce qui s'est produit avec ce vaccin et le début de polémique qu'on a eu sur, en l'occurrence, l'utilisation des messagers ARN. Ce qu'on doit avoir en tête également, c'est que en fait, ce vaccin a été développé en 2 jours. Et là, tout le temps qui s'est écoulé après le développement de ce vaccin, ce sont des phases de tests, et notamment des phases de tests pour éviter qu'on se retrouve avec quelque chose qui aurait des effets secondaires particulièrement désagréables. Donc, les trimestres qui sont écoulés depuis le développement de ce vaccin chez Pfizer et BioNTech, en l'occurrence, donc messager ARN, se font suite à 2 jours pour, après le séquençage de l'ADN du virus, développer le vaccin. Et là, ça aurait été impossible sans cette technologie
tout à fait novatrice, révolutionnaire. L'énergie verte, bien sûr, on a coutume de citer beaucoup d'entreprises, mais on ne pense pas toujours à Air Liquide, qui est une énorme option, magnifique option à notre avis, sur l'hydrogène, qui est une énergie inépuisable, dont on parle finalement assez peu, et sur lequel, évidemment, l'Air Liquide, qui fractionne l'air, est extrêmement bien positionné et investit énormément. Sur la blockchain, on n'a pas coutume de penser à LVMH, et pourtant LVMH, donc un titan bien connu de nos investisseurs et qu'on apprécie particulièrement dans nos portefeuilles, LVMH a développé un logiciel autour de la blockchain, une approche qui s'appelle Aura et qui lui permet de lutter contre un fléau pour LVMH qui est la contrefaçon. Donc, en externalisant à travers ce système de blockchain le tiers de confiance et la traçabilité de ces produits pour en assurer la véracité de ses origines, eh bien, cette technologie blockchain fait faire un bond considérable à LVMH et probablement, à terme, des économies absolument considérables, en plus de renforcer la qualité perçue chez la valeur des produits d'LVMH chez ses consommateurs. Alors, l'accroissement de la puissance de calcul, alors une des pistes, et c'est la plus connue, le quantum computing, et là, on vous proposera, et si vous le souhaitez, vous pourrez aller voir ces vidéos sur le patron d'Alphabet, Sundar Pichai, qui se fait expliquer ce qu'est cet énorme tas de fils incroyable qui en fait est un ordinateur quantique. Et enfin, la robotique. Il y a pas mal d'entreprises dans lesquelles nous investissons chez Finaltis. Et là, on vous propose une vidéo qui explique ce que le robot Da Vinci permet de réaliser en termes en opération chirurgicale dans le monde, sachant que ces robots, manipulés par des chirurgiens, bien sûr, a déjà pratiqué plusieurs millions d'opérations d'intervention chirurgicale dans le monde. Donc, 6 plateformes qui sont en train de changer le monde et sur lesquelles on vous propose nous invite à avoir en tête pour investir. Alors, c'est ce que nous faisons, dans nos produits, et en l'occurrence, très rapidement, donc Finaltis Titan, brièvement, de quoi parlons-nous? On parle d'un fonds flexible investissant sur les grandes actions au monde. Un Titan, une entreprise Titan, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui combine des caractéristiques extrêmement rares. Nous, on en a identifié un peu moins de 160 dans le monde, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. C'est assez rare qu'on ait de nouveaux Titans. Qu'on en identifie de nouveaux et qu'on les valide. L'année dernière est une année faste puisqu'on en a validé 2 nouveaux, en l'occurrence PayPal et Ferrari. Et on est en train de très sérieusement en scruter 2 autres. En l'occurrence, ces valeurs Titan combinent croissance, visibilité de leur stratégie, bilan extrêmement solide puisqu'elles ont des notations de type investment grade. D'ailleurs, ce que nous appelons les Titans de l'autre côté de l'Atlantique, c'est bien souvent appelé des investment grade equity. Voilà. Donc, le terme n'a pas encore totalement été adopté de ce côté-ci de l'Atlantique et on serait ravis qu'on l'appelle Titan. Puisqu'on est très heureux d'avoir lancé ce nom il y a maintenant 5 ans et demi lorsqu'on a lancé Finaltis Titan. Donc ce fonds n'investit que dans ces valeurs, les valeurs Titan. C'est un fonds actif, on va le voir, on l'a encore prouvé en 2020. Et on ajoute, pour accroître la robustesse de ce portefeuille encore, et l'asymétrie qu'on cherche à avoir, donc son couple rendement-risque sur moyen terme, des options sur les marchés, en l'occurrence des crash puts. Qu'est-ce que nous avons fait en 2020? On a géré. Merci Denis. On a largement utilisé la flexibilité dont parlait Denis en 2020, puisque avec une expo moyenne d'un peu moins de 67% sur l'année, on a utilisé les 2 bornes maximales et minimales qui sont autorisées par notre prospectus, c'est-à-dire qu'on est descendu jusqu'à 45% d'exposition aux actions et on est monté jusqu'à 100%. La courbe en orange, c'est les options, donc elles ont beaucoup gonflé et nous ont aidé à être très agressifs, à amortir une partie de la baisse et surtout à être très agressifs dans la remontée du fonds sans prise de risque excessive. Et vous voyez que sur le début de l'année, on remet pas mal on réinvestit pas mal, presque 20 points d'augmentation de notre expo net sur le premier mois de l'année. Alors, on a une télécommande qui est légèrement capricieuse. Donc, les achats du mois, donc Givaudan, on en a parlé un petit peu à l'occasion de notre point sur l'intelligence artificielle. Il faut accepter de payer cher, hein, mais bon,
chez Finaltis, on préfère, je dirais, avoir un prix moyen pour une entreprise de très grande qualité qu'un prix de très grande qualité pour une entreprise moyenne. Donc, Givaudan, c'est un titre qu'on aime beaucoup, qu'on achète en francs suisses, qui a corrigé, qui a mal supporté cet appétit pour le reopen en fin d'année, et donc ça nous permet de trouver des points un peu plus sympathiques sur ce titre. Air Liquide, c'est aussi un titre qu'on aime beaucoup, qu'on suit très près en termes de valorisation, donc on est plutôt dans des zones sur lesquelles on est confortable. Bien sûr, Air Liquide, avec sa base installée de clients, la robustesse de son business model, de son bilan, et surtout le grand respect, ce qu'on apprécie par-dessus tout, c'est la manière dont Air Liquide respecte ses actionnaires. On est très très confortable d'avoir du Air Liquide en ce début d'année, et surtout, comme vous le disiez, c'est une superbe optionnalité sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et vous verrez que dans la vidéo de Benoît Potier qu'on vous a mis, on aura avant d'avoir des avions électriques, des trains électriques et des bateaux électriques, on aura bien sûr ces trois types de véhicules qui passeront d'abord sur l'hydrogène. Unilever, dans un secteur lui aussi assez étanche aux problèmes cycliques, et on sait bien que l'année 2021 est très dure à prévoir en termes de rythme de croissance. C'est aussi une société, et on ne le dit pas assez souvent, qui a un très très beau véhicule d'investissement pour miser sur l'enrichissement des classes moyennes dans les pays émergents, et notamment en Inde. Je garde le meilleur pour la fin. Pfizer, c'est une société dont vous avez un petit peu entendu parler ces derniers temps. Je dirais un gérant va probablement passer son chemin en se disant que Pfizer est beaucoup trop cher, beaucoup trop haut, vu que ce nom est dans les journaux du matin jusqu'au soir. Et en fait, pas du tout. Pfizer a eu un parcours très médiocre sur l'année 2020, a beaucoup baissé au mois de mars, comme d'autres titres, et a eu une mauvaise nouvelle dans la remontée du marché, ce qui lui a coupé un peu son élan dans la remontée sur une molécule qui était très attendue par le marché sur les cancers du sein en phase primaire. Et donc, finalement, l'année est assez médiocre. Il y a eu une petite pointe d'euphorie autour du 9 novembre, l'annonce du vaccin, mais Pfizer ne progresse pas en fait en 2020. C'est une très grosse market cap de 200 milliards. C'est une boîte qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires, qui offre un dividende de près de 5%, qui est très diversifié sur l'oncologie, le cardiovasculaire et les vaccins. L'année 2020 a été très médiocre, il faut le savoir, pour Pfizer en termes de vaccins. Et il y a une chose dont on est sûr dans ce bas monde, c'est que l'année sera très brillante pour Pfizer en 2021. On ne sait pas si elle sera très brillante ou hyper brillante, donc il y a un écart type sur les attentes sur les résultats liés aux ventes du vaccin contre la Covid très large, ça va de 9 à 20 milliards, donc pour une société qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires, c'est absolument considérable, et c'est vraiment l'incarnation des histoires qu'on aime bien chez Finaltis, c'est-à-dire une société solide, résiliente, avec un bilan en béton armé, et qui nous offre cette optionnalité qu'on n'achète pas, à notre sens, trop cher aujourd'hui en achetant du Pfizer. Alors, sur Finaltis Titan, notre positionnement aujourd'hui, c'est d'être agressivement défensif. Donc, on va dire défensivement défensif, c'est avoir très peu d'argent au travail. Nous, on est là pour déployer du capital. Être agressivement défensif, ça consiste à déployer du capital de manière assez agressive, mais sur des titres sur lesquels on a un très fort niveau de confiance. Donc, en 2020, on a eu un très fort niveau de confiance sur des titres qui nous l'ont bien rendu. Donc, les titres qui nous ont aidés à construire notre performance en 2020 s'appellent Alphabet, Estée Lauder, PayPal, Disney, Becton. Donc, c'est très diversifié. On a du digital, on a des médias, on a des consumer goods. Et voilà le top 10 pour démarrer l'année. Donc là aussi, c'est diversifié. Il y a quelques thèmes quand même qui ressortent très clairement de notre top 10. Donc les biens de consommation,
La nutrition, qui est à l'honneur avec Nestlé autour de 100 francs suisses, c'est un titre avec lequel on est très confortable. Il y a du digital, bien sûr, des biens de consommation avec Kimberly Clark et Ricky Benkiser qu'on achète en livre anglaise et qui nous paraît un des beaux joyaux de la côte britannique qui a été mise à rude épreuve en 2020. Et puis tout ça en or massif, donc on aime donner ce caractère par rapport à ce qu'on vous a raconté sur les banques centrales. On aime mixer dans un portefeuille des titres auxquels on croit beaucoup et puis des mines d'or. Donc les deux plus grandes mines d'or, les deux plus solides à notre avis, Newmont et Barrick Gold, qui sont une manière aussi de nous protéger du débassement monétaire qui s'annonce. Donc le fonds a beaucoup tourné en 2020. C'est ce qui nous a permis, je dirais, de cristalliser de la performance sans prendre de risques inconsidérés. Alors, juste un point sur cette rotation de portefeuille. C'est beaucoup plus fatigant pour un gérant d'acheter et de vendre que de rester en buy and hold. Mais en même temps, le faire, c'est ce qui fait sans doute le sel de notre métier. Et puis, c'est ce qui permet aussi, ça ne marche pas toujours, mais vous voyez que sur Sanofi, bien sûr, on a été incapable de prendre tous les points bas et tous les points hauts, mais on en a pris certains d'entre eux, ce qui nous a permis de transformer un titre qui a eu une performance en 2020 médiocre, moins 12%, moins 9% si on inclut les dividendes, en une contribution qui a été dans le top 10 des contributions en 2020 pour Titan, puisque ce titre qui baisse, en fait, nous a fait gagner 43 centimes. Voilà, donc ça résume bien, je dirais, l'esprit de ce qu'on fait dans Finaltis Titan, qui est d'être particulièrement actif en exposition et sur les titres eux-mêmes. Alors, on a souhaité et on avait annoncé qu'on investirait du temps et de nos ressources en matière extra-financière. Hors Covid, on aurait fait évoluer nos gestions, on aurait intégré explicitement dans toutes nos gestions des critères extra-financiers de type ESG. On a reporté, suite à nos études en 2020, on a priorisé. Et la gestion active et le fait de remplir nos obligations fiduciaires dans des marchés particulièrement agités en 2020 ont fait que les priorités ont été un peu revues. Ceci étant, c'est ce que nous ferons en 2021. Donc, Finaltis Titan et Finaltis Digital Leader deviendront au cours de l'année 2021 explicitement ESG. Les critères extra-financiers sont explicitement intégrés à la recherche. On a néanmoins pas mal investi et on a notamment recruté et renforcé nos équipes avec l'arrivée de Christina Tudor. Un premier document, et on en produira d'autres, nous sommes attelés à regarder un sujet qui nous semble être un risque à notre avis inacceptable à venir. Donc, notre métier, c'est de trouver des rendements acceptables sans prendre de risques inacceptables. Et là, quand on investit sur la surcroissance de la digitalisation et qu'on investit notamment avec les GAFA, il y a un risque qui nous paraît évident et qui nous semble dommageable à terme et sur lequel les GAFA doivent avoir beaucoup plus de vigilance. C'est, on dira, leur traitement particulier, en tout cas particulièrement optimisé de la fiscalité. L'objectif étant très clairement d'aller vers une double non-taxation et de trouver, si possible, entre les pays, ce qui leur permet de payer pas ou très très peu d'impôts. Et selon nos calculs, au cours des 10 dernières années, les 4 GAFA, Microsoft n'est pas dans cette catégorie-là, puisque Microsoft ne pratique pas de la même manière ce sport. Les 4 GAFA auraient évité, selon nos calculs, 100 milliards de dollars d'impôts au cours des 10 dernières années. Ça, c'est un risque majeur, à notre avis, et c'est un risque notamment d'une nature particulièrement extrême, puisque c'est un risque régalien, en plus d'être un risque potentiel en termes d'incitation contraire à la démocratie. Donc, on est sur quelque chose de dangereux. On ne diffusera évidemment pas cette étude sur notre site internet. Néanmoins, on vous invite à nous contacter si vous souhaitez que nous vous la communiquions. Il y en aura d'autres au cours des mois qui viendront sur d'autres sujets qui nous paraissent intéressants à explorer particulièrement. Alors, on parlait des GAFA, donc passons à Finaltis Digital Leader, donc un fonds qui investit sur la surcroissance digitale, mais qui vise à le faire sans concentrer trop de risques. Encore une fois, il y a des risques qui nous semblent inacceptables. Le risque de concentration, c'est un risque inacceptable. Concentration sur quelques titres ou concentration sur quelques thèmes.
Donc, nous investissons sur un spectre large des thématiques de la digitalisation de l'économie. Il y en a suffisamment pour qu'on puisse avoir un portefeuille équilibré sur ces différents thèmes. Donc, au-delà de la performance que nous réalisons, on les rappelle ici, 19,7% en 2020, c'est une performance satisfaisante. Ce n'est pas une performance extraordinaire, puisque si vous investissez sur un tracker Nasdaq, vous avez bien plus, c'est une performance qui est construite avec un souci de prise de risque minimale dans cet univers-là, en évitant, encore une fois, des concentrations excessives. Et c'est ce que montre en fait la performance dans la durée, puisque c'est 19,7%, c'est ce que nous réalisons sur 3 ans, et c'est ce que nous approchons sur 5 ans. Alors, si on revient sur la manière dont s'est construite ces performances en 2020, on a un top 5 qui est constitué par des titres qu'on aimait beaucoup et qu'on continue à aimer beaucoup. Donc, bien sûr, les semis avec NVIDIA, TSMC qui sont en train de marginaliser complètement Intel. PayPal, qui est à notre avis totalement incontournable aujourd'hui dans le domaine du paiement, Amazon et ServiceNow, un peu moins connu, mais qui a un business model que je vous invite à regarder, qui est absolument remarquable. Donc on voit sur le camembert à droite que ce souci dont parlait Denis de diversifier. On est des grands fans des logiciels, et notamment de tous les logiciels en mode SaaS, Service as a Software, mais on est Software as a Service, et on essaie de brider néanmoins nos envies d'acheter quand cette poche logicielle approche les 30%. Voilà. Donc, on pense que même dans une thématique unique qui est le digital, on peut, dans les sous-thématiques, faire beaucoup de travail en termes de réduction de risque. Alors, sur le top 10 qui nous permet d'entamer l'année 2021, on retrouve SAP en première ligne, qui est un titre qui a eu, avec un changement de management en 2020, 2 jours absolument horribles, où un quart de la valeur de SAP s'est envolé. Donc, nous, on avait une petite position sur SAP. On n'était pas totalement confortable avec la valorisation. Donc, maintenant, on a une vraie position. Elle est même en tête du portefeuille. Et on y croit beaucoup en recovery sur 2021. Voilà. Des noms assez connus. Alors peut-être que vous connaissez un peu moins Intuit, qui est un titre qui est dans le top 10, qu'on a renforcé, qui est un titre absolument incontournable pour les petites et moyennes entreprises, qui leur permet de faire leur déclaration fiscale, d'optimiser leur niveau de fiscalité. Voilà, donc c'est un titre qui a fait son entrée, je dirais, dans le portefeuille en 2020 et qui devient un habitué du portefeuille parce que c'est du digital, très résilient, peut-être pas de la croissance explosive, mais quand même de la croissance à 2 chiffres. Et on a pu constater notamment dans la baisse du Nasdaq, qui a été assez violente à certains moments en fin d'année, que Intuit résistait beaucoup mieux dans ces phases-là. Sur le séquençage, bien sûr, Illumina, qui est incontournable. On a renforcé Alphabet également. On a pris quelques profits suite à un parcours absolument prodigieux d'Apple, de PayPal, et on a pris quelques profits sur Dassault Systèmes pour des raisons de valorisation. Alors, un mot sur nos enjeux sur 2021. L'enjeu, c'est bien sûr d'investir dans l'intelligence artificielle. On y est déjà, puisque la plupart des dossiers que je vous ai cités qui composent le portefeuille sont sur des sujets d'intelligence artificielle. C'est comme on le disait, une plateforme qui irrigue aujourd'hui à peu près toutes les entreprises de la planète. Mais il faut aussi se poser la question d'investir dans l'intelligence artificielle de manière pure. Palantir est un pur acteur de l'intelligence artificielle, ou il faudrait dire de l'intelligence augmentée. C'est un titre qui rentre en bourse l'année dernière sur des valorisations très agressives. Donc voilà, nous on est clairement à l'affût sur Palantir, sur C3AI, sur un certain nombre d'acteurs purs de l'intelligence artificielle qui nous intéressent beaucoup. Alors, le digital, ce n'est pas que glamour. Il y a des sociétés qui sont complètement souterraines,
dans du B2B dont vous n'entendrez jamais parler en termes de consommateurs et qui pourtant transforme complètement le paysage de la technologie. VMware en fait partie, ce sont des softwares de virtualisation. La plupart d'entre vous commencez à travailler sur des plateformes virtualisées, c'est-à-dire le serveur sur lequel vous connectez en fait n'existe pas, il est virtualisé, ça permet de saturer l'utilisation des serveurs. Il y a de moins en moins de machines dédiées aujourd'hui, ça facilite beaucoup la vie des informaticiens, des administrateurs système. Voilà, et VMware est un élément centrale, je dirais, de la bascule vers le cloud de la plupart des grandes entreprises aujourd'hui. Et alors, en beaucoup plus agressif et compliqué, on va regarder un certain nombre d'introductions en bourse. Voilà, il y en a eu quelques-unes brillantes en 2020, pas toutes. Il y en aura d'autres. Le pipe d'IPO est assez solide sur 2021. Alors, il y en a une dont on estime que le papier sera très, très demandé. C'est Coinbase, qui est la première plateforme crypto qui va rentrer en bourse. On n'a pas encore la date, quelque part en 2021. Nous, ça nous plaît beaucoup parce que la crypto, il y a un côté un peu rué vers l'or. Ça va un peu dans tous les sens. Et on va dire que Coinbase sont ceux qui vendent à ceux qui vont chercher les pépites, ils vendent les pelles et les seaux. Et voilà, nous on est beaucoup plus confortable plutôt que de prendre des positions directionnelles sur le Bitcoin qui a perdu 10 000 $ hier sur 40 000. On est beaucoup plus confortable d'être, je dirais, investi sur cet écosystème sans être investi sur la matière en tant que telle. Voilà ce qu'on voulait vous dire pour démarrer cette année. Dans le cadre donc de la phase webinaire de notre intervention aujourd'hui et des 45 minutes, on a très légèrement dépassé. Donc, ce qu'on vous propose à présent, c'est de prendre, s'il y en a, une ou deux questions. Alors, il y a quelque chose qui est quand même intéressant, semble-t-il, c'est qu'on entend parler et on nous en parle beaucoup, et là on a une intervention sur ce sujet-là, alors pas sur le chat, mais sur les SMS. Okay. Donc on a une question qui est liée en fait au consensus. Le consensus en ce début d'année, on l'entend vraiment souvent, c'est un consensus autour des valeurs plus cycliques, des valeurs plus value, un consensus qui nous invite à nous tourner vers les marchés plus émergents, le marché des pays émergents. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu chez Finatis, puisqu'on parle toujours de croissance, on parle de croissance solide, et on parle de robustesse, on ne parle pas trop de cyclicité. Alors, quelle serait, notre réponse à ça? Alors, on est très investi sur la Chine dans notre fonds digital. La question que pose Denis, c'est une occasion de revenir sur l'aventure Jack Ma. Donc, nous, on a deux titres qui nous intéressent en Chine aujourd'hui, c'est Tencent et Alibaba. En revanche, on ne veut pas s'exposer plus que les 7% qu'on a aujourd'hui sur la Chine dans Digital Leader. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que le droit de propriété est un concept assez particulier en Chine, donc on n'a pas de grande crainte sur le fait que c'est plus à Jack Ma que le pouvoir central en veut qu'à Alibaba en tant que tel. Mais voilà, on est assez prudent là-dessus. D'une manière générale, cet appétit, dans le consensus, qui est très fort aussi, c'est l'idée qu'il faut investir dans de la value et du cyclique. Nous, on est assez sceptique pour une raison, cette slide qu'on vous a montré. On pense que vraiment il faut avoir une grille de lecture tout à fait particulière sur cette crise du Covid. Il faut penser, ça fait mal à la tête, mais on n'a pas vraiment le choix. Et vous voyez que
ce qui résume notre positionnement dans Titan, en tout cas, qui est agressivement défensif. C'est une manière pour nous de dire que le contexte est incroyablement favorable pour déployer du capital sur des titres de propriété de qualité, mais ça nous paraît très, très aventureux de commencer à faire des prévisions sur le cycle économique. D'ailleurs, regardez le consensus des économistes. Entre ceux qui vous prévoient du -2 et du +8, la plupart font la moyenne de leur pire estimation et de leur meilleure. Donc, bon, tout ça, c'est des effets de manche d'économistes. Ça ne nous sert à rien, nous, investisseurs professionnels. Donc, voilà, on est très... on n'a pas envie d'aller dans le cycle économique et d'acheter une entreprise sous prétexte qu'elle est endettée, qu'elle a eu des mauvais résultats en 2020. Et on pense que s'il y a eu un focus sur la macro en 2020, la microéconomie peut revenir en force en 2021 et qu'il faudra délivrer du bénéfice par action pour avoir la faveur des investisseurs. Alors, la dernière phase de la question, il y en a d'autres en fait, qu'on a mentionné. Ça, ce sont les marchés émergents. Alors, sur ce sujet-là, il y a peut-être quand même quelques statistiques à avoir en tête. Alors, la première, et avant de parler de statistiques, et de référents presque géopolitiques sur le sujet, c'est qu'effectivement, on investit en fait, sur la croissance des pays émergents de façon extrêmement nette et on le fait à travers des valeurs qui ont des gouvernances de type très émergé, des gouvernances très évoluées. C'est ce que sont des titans. En fait. Si ces titans et ces valeurs digitales croissent autant, alors c'est encore plus vrai pour les titans que pour les digitales, c'est parce qu'elles sont dans ces pays, elles profitent de la surcroissance de ces pays émergents. Il y a une deuxième chose, effectivement, qu'il faut souligner, c'est que cette crise du Covid rappelle de façon très cruelle que, en fait, nous sommes, nous, pays soi-disant émergés, on le dit avec pas mal de condescendance pour les autres, nous sommes des vieux pays et des pays vieillissants. Et qu'effectivement, les tendances démographiques positives, sympathiques, porteuses, sont plutôt dans d'autres zones, en l'occurrence émergentes. Troisième remarque, avant de revenir à un chiffre qui me tient personnellement beaucoup à cœur et qui me retient un peu, qui nous retient chez Finaltis en matière d'investissement direct dans les pays émergents. La troisième chose, c'est que fondamentalement, dire que la Chine est un pays émergent aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit ou c'est plutôt une persistance rétinienne. La réalité, c'est que la Chine, c'est aujourd'hui d'ores et déjà en parité de pouvoir d'achat la première puissance économique mondiale et c'est en passe de devenir de façon tout à fait officielle en courant d'ici 2 ans, 3 ans, la première économie mondiale. Donc le sujet de dire la Chine est un pays émergent, c'est pas faux d'un point de vue de sa gouvernance, mais c'est faux d'un point de vue de son impact sur l'économie mondiale, c'est tout à fait émergé. Et enfin, ce chiffre qu'il faudrait partager avec vous parce que je le trouve extrêmement frappant, c'est que la crise de Covid a frappé beaucoup plus fort les pays vieillissants et les pays déjà développés. On voit que la Chine, est, finalement, alors que le virus vient de Chine, ne souffre pas autant que les États-Unis et les États-Unis ne souffrent pas autant que notre vieille Europe. Et alors qu'on s'attendait à une catastrophe parce qu'on portait encore un regard très condescendant sur le système sanitaire africain, par exemple, on voit bien que les pays africains n'ont pas les mêmes chiffres pour autant que ceci soit fiable et ce n'est pas un désastre sanitaire tel qu'on l'a pu le prévoir. Donc, on est sur quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est un basculement qui se fait sous nos yeux, et certains d'entre nous voulons garder les yeux bandés, mais en tout cas, c'est quand même mieux de retirer le bandeau, et de réaliser que la crise du Covid a accéléré également autre chose, c'est ce basculement vers quelque chose qui est un petit peu plus inquiétant, qui est que les démocraties représenteront, selon les chiffres estimés, 57% du PIB mondial. En creux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 43% du PIB mondial, et c'est un PIB qui croît beaucoup plus vite, est réalisé dans des pays qui sont au mieux des démocratures, terme qui veut dire ce qu'il veut dire, hein, mot valise, hein, des fausses démocraties qui sont en réalité des dictatures, ou des vraies dictatures, qui ne s'en cachent pas. Et ça, c'est très inquiétant quand on investit. Pourquoi? Alors, je n'irai pas sur le terrain des droits de l'homme et du respect des libertés individuelles en tant que tel, même si c'est un terrain absolument essentiel. Mais c'est un problème absolument considérable par rapport au traitement du droit de propriété, par rapport à quand on investit, on devient propriétaire de quelque chose et on a des droits, des obligations et des droits. Et si on est dans un cadre juridique où ouvertement on sait que pour des raisons de corruption,
corruption ou des raisons d'inadaptation de l'élite ou des raisons de concussion, quelles que soient les raisons, on peut craindre pour son investissement, on est face à l'évidence à un risque que chez nous finalement, on considère comme inacceptable. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est à ce jour assez réticent à aller dans beaucoup de pays qui sont certes émergents, mais pas franchement des pays où le droit de propriété, la gouvernance, les libertés au sens large, les libertés d'entreprendre notamment, sont respectées. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée d'investir dans les pays émergents, loin de moi l'idée de l'affirmer, mais on préfère le faire à travers des entreprises qui ont l'habitude, qui ont une taille, qui ont une puissance de discussion quasi régalienne, et c'est ce que sont en général les titres. Voilà. On a peut-être 2 questions qui sont arrivées depuis. Oui. Alors, expérimentation, merci beaucoup. Quel est votre vue sur le Bitcoin en 2021? Seriez-vous d'accord que c'est un hedge de l'inflation prévisible en hausse? Très bonne question sur le Bitcoin. C'est terrible comme question. Alors, c'est plus facile de parler du Bitcoin aujourd'hui, alors que, comme le rappelait Bruno, il y a eu un sujet. Ouais, voilà. Bon, merci d'avoir attendu 1 heure avant de me poser une question sur le Bitcoin. Ça nous va droit au cœur. Voilà, on avait parlé du Bitcoin le mois dernier en mettant un graphe tout simple, très factuel, qui illustrait le parcours du Bitcoin et le parcours de l'or. Il est clair que le Bitcoin affiche aujourd'hui une volatilité autour de 90%. C'est très compliqué de stocker de la valeur sur un actif qui a une vol de 90. Pour quelqu'un qui aurait eu un timing particulièrement mauvais sur le Bitcoin en investissant sur le pic de 2017, c'est ça, le dernier, en fait, il ne fait pas mieux que l'or, hein, si on inclut la séance d'hier. Donc, voilà. Nous, on comprend bien quand on est très très sensible au sujet du débasement monétaire, du risque inflationniste. On pense qu'on risque de payer dans 10 ans une mauvaise pizza, 4 fromages, 170 €. Voilà, donc vous dire à quel point on prend au sérieux le risque de débasement monétaire. Maintenant, intégrer, on ne veut pas être des haters du Bitcoin. Hein, le Bitcoin est une validation de la blockchain, c'est quelque chose de très très important. Maintenant, en termes patrimoniaux, il ne faut pas passer par Finaltis pour acheter ces Bitcoins. Nous, on s'intéresse aux industriels, à ceux qui vendent les pelles et les pioches pour aller prospérer sur cette ruée vers l'or. PayPal accepte le Bitcoin, c'est un titre qu'on aime beaucoup. Coinbase, on va regarder, et la blockchain en général est quelque chose auquel on est très sensible. Voilà, donc nous, on ne vous déconseillera pas de mettre 1% de votre patrimoine, disons, en Bitcoin, mais ce n'est pas avec Finaltis qu'il faut le faire. Oui, alors, pour répondre très très directement en une phrase à la question de Grégoire, qui est très très pertinente, hein, on peut se poser la question. On parle de risque inflationniste, on en parle nous-mêmes, on est même assez enclin à parler de débasement monétaire. On trouve qu'il y a de meilleures solutions que le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, par sa volatilité, et même s'il s'appuie, en tout cas en théorie, sur quelque chose qui protège contre l'inflation, par sa volatilité, ça nous semble être un remède qui pourrait être pire que le mal qu'on cherche à combattre. Pire, un peu comme injecter du mercure à un malade pour le guérir de sa syphilis. Il y a eu suffisamment de grands écrivains français qui sont morts de ça, malheureusement. Mais le Bitcoin, c'est intéressant et on préfère s'intéresser à la technologie sous-jacente et aux flux qui sont protégés et qui sont acceptés autour du Bitcoin que l'investissement proprement parler sur le Bitcoin. Il y avait une deuxième question, je crois. Vas-y. Vous avez à plusieurs reprises parlé des libertés qualifiées de la Chine. Ouais. Merci. Mais il y a un mais. Oui. Je sais que la n'a pas de valeur, mais cela doit être un problème déontologique. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Alors, ceci étant, c'est toujours la même question, puisque là, on est sur un plan éthique, hein, et on y est effectivement extrêmement sensible. Bruno l'a rappelé. On ne peut pas ne pas investir un petit peu en Chine. À notre avis, avoir 7% du portefeuille de Finaltis Digital Leader en Chine,
C'est à ce jour, eu égard à la nature profonde de ce que l'on croit être la Chine, et c'est une évidence, je veux dire, il n'y a pas que nous qui le disons, et les faits sont têtus, c'est une dictature en l'état actuel, c'est le maximum qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut être totalement absent de Chine? Non. Parce que quand on est un investisseur responsable, on se doit d'être présent là où ça bouge. Et concrètement, ça bouge énormément en Chine. C'est un acteur absolument majeur de la digitalisation de l'économie. C'est le seul endroit au monde qui ne soit pas devenu, du point de vue de la digitalisation, ce qu'on pourrait qualifier une colonie des États-Unis. On parlait tout à l'heure de la concentration de la propriété, des moyens de production et notamment des bases de données qui sont la richesse d'aujourd'hui et de demain. Les seuls, en dehors des GAFA, qui est une propriété, et on le déplore, hein, mais c'est une réalité, ce sont les Chinois. Voilà. On a été très dur avec les Chinois aujourd'hui, mais ils ont les Chinois, avec le Parti communiste chinois, mais la Chine en tant que telle a plein d'occasions, surtout en ce moment, d'être très sévère avec nous, notamment sur un élément factuel, hein, qui est le nombre de faillites en France. C'est à peu près la même chose en Europe, hein. Il y a eu 30% de faillites en moins en 2020 qu'en 2019, dans un arrêt brutal de l'économie. Donc, vous comprenez bien que tout ça est une manipulation. Si vous voulez trouver des faillites en 2020, il faut aller en Chine. Donc, on est dans ce paradoxe aussi d'un capitalisme chinois qui accepte le processus darwinien, donc d'entreprises qui disparaissent pour en créer de nouvelles, alors que nous, on est en train de refuser ce processus darwinien en l'occurrence. Donc voilà, on vit dans un monde très, très paradoxal. Et attention de ne pas dénigrer trop non plus les entrepreneurs chinois. Voilà, Jack Ma s'est mêlé de politique, et c'est vrai qu'en Chine, c'est pas la meilleure idée pour un entrepreneur. Non, c'est pas la meilleure idée. Non, c'est son droit de notre point de vue, et en tant que finaliste, on est très attaché à ça. Maintenant, et on a conscience, comme tout le monde, qu'on discute et on traite avec une première économie mondiale qui est aujourd'hui une dictature, voilà, donc qui est sous la coupe d'un parti dictatorial. Donc, on le sait, on ne peut pas faire plus. Pour être tout à fait sincère avec vous, vu les potentiels de croissance, on aimerait investir plus, on ne peut pas le faire parce que ça n'est pas compatible avec notre credo qui est d'aller chercher des rendements aussi bons soient-ils, mais pas à n'importe quel prix. Et là, il y a un risque qui est totalement inacceptable. On peut l'appeler le risque éthique. Nous, on va l'appeler le risque de mise en danger, un risque de gouvernance au sens le plus large pour rester dans notre univers à nous, c'est un univers d'investisseurs, citoyens aussi, mais enfin d'investisseurs avant tout. Et dans le cadre de nos responsabilités fiduciaires, on trouve que ce serait irresponsable d'y aller plus fort. Voilà. Est-ce qu'il y avait une dernière question? On respecte. Est-ce que vous investissez dans les grandes sociétés minières qui sont tellement développées aujourd'hui et que nous avons tellement besoin? Or, non. À ce jour, non. On n'investit pas dans les sociétés minières. Alors, ceci étant, d'un strict point de vue ESG, on pourrait le faire parce qu'elles ont des très bonnes notes, c'est tout le paradoxe. Mais ce n'est pas notre expertise du tout, et on n'investit pas dans ces sociétés-là. On regarde des entreprises qui sont plus sur des thématiques hors digitales, hein, s'entend, des entreprises qui sont plus sur l'économie verte, entre guillemets, au sens large. Il y a des mastodontes qui sont en train d'apparaître, qui nous semblent porteurs d'une croissance phénoménale et d'un niveau de risque bien inférieur. Donc, en fait, c'est toujours pareil, l'investissement, on le sait, vous êtes des professionnels, donc c'est un jeu de choix, et qui dit choix, c'est renoncer. Et donc, on renonce à certaines thématiques qui nous semblent moins porteuses, et donc le rendement risque nous semble moins bon. On a effectivement beaucoup besoin de ces entreprises en tant qu'investisseurs, avec le biais qui est le nôtre. Je veux dire, on assume un biais très clair chez Finaltis, et un domaine d'expertise qui est assez étroit, mais qu'on prétend, on est assez convaincu qu'on le maîtrise. Les minières n'en font pas partie à ce jour, hors aurifères. Et bon, la note de gouvernance d'un Rio Tinto ne sera pas pire que celle de Facebook, hein, donc ce qui nous retient d'investir dans ces secteurs-là, c'est que ce sont des secteurs éminemment cycliques, et vous
vous avez remarqué, c'est un peu le fil rouge de cette présentation, qu'on n'aime pas chez Finaltis faire des paris trop forts sur le cycle économique. On aime la résilience et surtout dans des périodes où prévoir le cycle économique est quasiment à notre sens impossible. Voilà, on va respecter notre agenda et notre horaire. On l'a très légèrement dépassé. On vous remercie vivement de nous avoir accordé votre attention. On vous incite, Bruno et moi, à nous contacter par email, par téléphone, par tout autre moyen. Aujourd'hui moderne, n'est-ce pas? On est présent sur les réseaux sociaux aussi. On est ravis d'échanger. C'est nos échanges qui nous enrichissent et nous donnent aussi des idées. Certaines, on l'espère, bonnes, d'autres parfois moins bonnes. Et c'est ça aussi investir, c'est construire un portefeuille avec de bonnes idées, mais sans se faire massacrer quand on en a des moins bonnes. Voilà, on vous remercie vivement, on vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de nous revoir, si possible, le plus rapidement pour de vrai et pas à travers cette froide caméra. Bonne soirée à tous. Merci. Merci.